L'hebdo politique. Bonjour et bienvenue dans l'hebdo politique sur Sensation. La phase 2 du déconfinement a débuté mardi dernier partout en France et dans les Yvelines. Si elle traîne avec elle son lot de bonnes nouvelles, elle s'avance aussi avec ses réalités beaucoup plus angoissantes parfois. Parmi elles, l'avenir de Renault notamment dans les Yvelines, mais aussi les violences policières. Pour parler de ces sujets et de beaucoup d'autres, nous sommes en compagnie ce soir de Bruno Millienne, député MoDem de la 9e circonscription des Yvelines. L'hebdo politique. Bruno Millienne, bonsoir. Bonsoir. Vous avez été élu il y a presque 3 ans désormais, le 17 juin 2017 précisément. 3 ans donc que vous êtes député du département des Yvelines. Quel regard et quel bilan vous portez sur vos 3 ans d'action ? Est-ce que vous êtes fier du travail accompli ? À titre personnel, bien sûr, je parle. À titre personnel, moi j'ai essayé de partager mon temps évidemment entre la circonscription et puis l'Assemblée nationale, parce qu'il y avait quand même beaucoup de boulot à l'Assemblée nationale en termes législatifs. Après, il y a eu un gros boulot sur la circonscription d'explication des textes qu'on votait, et un gros boulot sur la circonscription aussi d'accompagnement des choses. Et les choses qui commencent à se dessiner suite au Covid-19, suite à la crise du Covid-19, avec pas mal d'idées de relocalisation de l'économie, de réappropriation des territoires au niveau économique. Ça, c'est des choses qui me conviennent parce que c'est vraiment des axes que je portais depuis longtemps. Moi, je suis un localiste fou, on va dire. En tout cas, je suis girondin. Et je trouve qu'on a beaucoup trop métropolisé pendant 40 années et que maintenant, il est temps de redonner au territoire la place économique qu'il mérite. Est-ce que vous pensiez une seule seconde, le jour de votre élection, que vous alliez vivre... Alors, la crise du coronavirus était inimaginable, mais celle des Gilets jaunes, il y a aussi l'affaire Benalla qui a paralysé les débats à l'Assemblée nationale. On a l'impression que les crises s'enchaînent. Est-ce que vous étiez prêt à vivre de tels moments ? Alors, je ne sais pas si j'étais prêt. Vous saviez que c'était difficile, mais ça allait être difficile parce que difficile. Ça allait être difficile parce que le projet porté par le président de la République était un projet de rupture, avec énormément de réformes qui devaient se dérouler en 3 temps. D'abord, les premières années, effectivement, libérer l'économie autant que faire se peut pour effectivement amener de la croissance, faire une baisse du chômage. Et vous remarquez que de toute façon, globalement, les résultats commençaient à être là avant la crise du Covid-19. Pourquoi ça d'abord ? Parce qu'il fallait effectivement créer de la richesse pour pouvoir mieux la redistribuer. Donc il y avait 2 parties, enfin il y avait 3 parties même, parce qu'il y avait la réforme des institutions qu'on n'a pas pu faire avec l'affaire Benalla. Après, il y avait la partie effectivement économique, libérer l'économie pour avoir une croissance meilleure et pouvoir redistribuer mieux que ça, et du coup pouvoir enclencher derrière la partie sociale et la partie rénovation de nos instituts, de nos administrations, dont l'éducation nationale, dont l'hôpital. Bon, tout ça a été bousculé par tout ce que vous avez donné. Alors la crise des Gilets jaunes, moi, ça faisait longtemps que je sentais monter une espèce de colère des territoires, cette fracture territoriale dont on parle depuis longtemps. Ça date pas d'hier, ça fait longtemps qu'on la sent monter. Je n'imaginais pas qu'elle prendrait cette forme-là. Alors il y a eu j'aime pas dire les vrais ou les faux Gilets jaunes, il y a eu une vraie alerte sur la fracture territoriale au début, qui était absolument sincère, réelle, de gens qui souffrent sur les territoires et qui ont besoin effectivement qu'on réinvestisse les territoires économiquement pour pouvoir vivre et travailler chez eux, tout simplement, pour pouvoir avoir une qualité de vie qui soit à la hauteur de ce que peuvent avoir les métropolitains, et qu'on arrête d'opposer métropole et ruralité, parce qu'on peut faire beaucoup de choses dans la ruralité. Bon, ces gens-là étaient là au début, puis après vous avez vu comment le mouvement s'est gangréné, il est devenu plus politique et contestataire que... C'est violent à vivre parfois quand on n'est pas spécialement, ce qui n'est pas forcément votre cas, mais certains de vos collègues, des spécialistes de la politique, quand on est novice à vivre ces moments-là, mais à titre personnel, on peut aussi, je suppose, très mal le vivre. C'est compliqué à vivre, je pense, pour tout le monde. Alors peut-être un peu plus pour ceux qui étaient novices, effectivement, parce que c'est des insultes en permanence sur les réseaux sociaux, parce que c'est des menaces de mort. Moi, j'en ai reçu quasi Vous aussi, à titre personnel oui. Ma permanence a déjà été détruite plusieurs fois. Enfin, voilà. Ce sont des actes qui sont inadmissibles. Les députés, quels qu'ils soient, sont comme n'importe quel être humain. On a tous nos limites, on essaye de faire le mieux possible en fonction de ce qu'on pense, et on est là pour écouter les gens et pour essayer de résoudre leurs problèmes. Moi, la porte de ma permanence, elle a été ouverte en permanence. Les gens pouvaient venir chez moi, même s'ils n'étaient pas d'accord avec moi, c'est pas le problème. On peut discuter et voir.
Il y en a 6 qui jours sur préféraient 7, la violence. je crois, au début. Oui, 6 jours sur 7, toujours. Toujours. 3 ans donc que vous êtes député et désormais plus de 3 semaines que le déconfinement a débuté en France et dans les Yvelines, le département comme la région Île-de-France, qui on le rappelle sont toujours classés orange comme Mayotte et la Guyane. Comment se passe le déconfinement précisément sur votre circonscription, les retours que vous avez des élus locaux et des acteurs du terrain depuis 3 semaines? Je pense qu'il ne se passe pas différemment du déconfinement national. Du fait que ce soit peut-être une zone rurale, il y a peut-être des difficultés supplémentaires pour les écoles, accueillir les enfants. Alors les écoles, le problème était un petit peu différent. Et c'est marrant parce que j'ai eu une discussion avec Monsieur Destré, notre DAZEN, ce matin avant de venir. La particularité de l'école rurale est différente effectivement de ce qu'on a en ville, parce que d'abord, les locaux sont pas forcément calibrés de la même façon. La typologie sociologique des parents qui mettent leurs enfants dans les écoles rurales n'est pas forcément la même que celle qu'on a par exemple au Mureau. Donc on essaye de... Moi en ce moment je suis en train de faire beaucoup de réunions avec à la fois les directeurs d'école maternelle et primaire, les profs et les élus qui sont sur le territoire, pour essayer de tirer les conclusions de cette rentrée scolaire un petit peu... Il y a un retour à l'école massif, par exemple, dans les villes et villages de la 9e circonscription? Non, on est à peu près dans les taux du niveau national, mais il n'y a pas une reprise énorme. Il y a beaucoup, d'abord, moi j'ai constaté que dans beaucoup de nos communes rurales, beaucoup de gens qui travaillaient là-bas sont finalement des gens qui sont issus... qui vivent là-bas, sont des gens qui sont issus finalement peut-être de la métropole à la base et qui se sont installés effectivement en ruralité. Beaucoup ont un niveau de vie qui est assez au-dessus de la moyenne, si on prend par exemple par rapport à Elancourt ou Trappes ou les Mureaux ou Mantes-la-Jolie. Et beaucoup ont la chance de pouvoir bénéficier, parce que le numérique est enfin arrivé sur notre territoire, de bénéficier du télétravail. Et beaucoup d'entreprises ont prolongé le télétravail jusqu'au mois de septembre. Et le distanciel, l'enseignement distanciel qui a été mis en place dans les Yvelines, je ne sais pas ailleurs dans les autres départements, mais dans les Yvelines, a formidablement bien marché. Et là, je veux rendre hommage aux profs, ils ont fait un boulot extraordinaire. À la limite, ils ont presque trop bien bossé. Et donc, les gens qui peuvent continuer à faire du distanciel préfèrent continuer à faire du distanciel plutôt que de renvoyer leurs enfants. C'est peut-être plus facile dans les zones rurales que dans les zones les plus urbanisées de garder les enfants à la maison. C'est compliqué dans les zones urbanisées, oui. Depuis le 2 juin, le début de cette nouvelle phase du déconfinement, on peut aussi télécharger l'application Stop Covid qui peut ainsi prévenir chacun d'entre nous en cas de contact rapproché et prolongé avec une personne porteuse du Covid-19. Est-ce qu'à titre personnel, vous l'avez installé ? Mais je l'ai fait parce qu'il y a une grosse polémique là-dessus sur le fait que nos données personnelles seraient transmises à je ne sais quel. Il y a un débat, ça allait être ma question. Vous ne faites pas partie des gens qui craignent pour leurs données publiques, d'une société de la surveillance encore plus poussée. C'est déjà le cas aujourd'hui, on le sait, mais... On va être sérieux 5 minutes. On va être sérieux 5 minutes. C'est les mêmes personnes qui ont peur de Stop Covid qui peut sauver des vies. Je ne dis pas que c'est l'alpha et l'oméga, c'est un outil supplémentaire. Mais si ça peut sauver une vie, faisons-le. Parce que c'est ces mêmes personnes qui achètent sur Amazon, et Amazon, une commande sur Amazon, c'est vos données, il y a bien plus de données qui partent chez Amazon que Stop Covid, qui est basé uniquement sur Bluetooth, où il n'y a aucune donnée qui va être transmise. Il n'y a pas de crainte à ceux qui nous écouteraient, non, mais même encore la CNIL l'a dit, les scientifiques l'ont dit, il n'y a pas de raison. Moi, je l'ai installé, c'est d'une simplicité enfantine. Après, je ne suis pas en train de vous dire que ça va être l'alpha et l'oméga de la lutte. Mais c'est une solution de plus. C'est une solution de plus. Concernant le coronavirus, une commission d'enquête vient de débuter à l'Assemblée nationale. Cette commission doit permettre de faire toute la lumière sur la gestion de la crise par les pouvoirs publics, les conséquences aussi de ce moment si particulier que nous avons vécu, que nous vivons encore, ses répercussions sur l'avenir notamment économique, social du pays. Est-ce que vous reconnaissez qu'il y a eu des manquements de la part du pouvoir, de l'exécutif, notamment au début de la crise ? On pense aux masques, aussi sur la gestion sanitaire des EHPAD, où il y a eu plus de 11 000 morts aujourd'hui, ce qui est beaucoup. Est-ce que vous reconnaissez, même en étant un député de la majorité, sans être un député de la République En Marche, que le pouvoir a peut-être failli sur certains aspects et que aussi, peut-être, c'est normal dans un moment aussi inédit d'avoir des manques ? Alors, sur les masques, moi je vais être quand même assez précis, parce que je veux bien que on a sûrement eu effectivement notre part de responsabilité, notamment sur le nombre de masques stratégiques en France. Mais il faut savoir qu'il y a une doctrine qui a été mise en place à partir de 2010, une loi votée par Xavier Bertrand quand il était ministre de la Santé,
qui a décidé, effectivement, avec la Direction générale de la santé, d'arrêter de continuer à avoir des stocks stratégiques de masques importants, parce qu'en une semaine, on pouvait tout recevoir de Chine à des tarifs défiant toute concurrence. On va parler de la situation de 2010, ce qui est clair. Même Xavier Bertrand qui est toujours prompt à critiquer voilà. les actions Moi, je veux bien, mais que tout le monde balaye. Moi, il n'y a pas de problème. Si l'État a une doctrine et que la doctrine est validée par les administrations, finalement, nous, quand on est arrivé en 2017, on a continué dans la même doctrine. Et je pense que ce qu'on vous reproche, c'est peut-être le manque de transparence, de reconnaître immédiatement il n'y aura pas assez de masques, alors, il faut que ce soit priorisé sur... qu'on a eu un problème de communication, très certainement. Moi, à chaque fois que je me suis exprimé là-dessus, j'ai dit qu'effectivement, il manquait des masques et que les masques allaient prioritairement aux malades et aux soignants. Et que pour le reste, comme on était confinés, voilà, c'était pas l'urgence. Mais si on termine sur l'histoire des masques, en 2010, on part d'une situation qui est assez claire. Il y a 2 milliards de masques. Donc beaucoup. Beaucoup. 1 300 000 de masques chirurgicaux normaux et 700 millions, en gros, de FFP2. Quand on arrive à la situation du Covid, il en reste plus que 117 millions. Donc vous voyez... Alors après, donc c'est entre 2010 et 2020 que tout ça s'est passé. C'est pas spécialement ce que vous dites la faute de la majorité actuelle. Je pense que aucun gouvernement n'aurait été préparé à ce qu'on a vécu. Alors oui, il y a pourtant l'Allemagne par exemple s'en est beaucoup mieux sortie. Pourtant ils n'ont pas eu accès eux aussi. Enfin ils n'ont pas été eux aussi soumis à des contaminations avant nous. C'est pas du tout la même chose. Il n'y a pas eu un virus qui s'arrêtait à la frontière. Je veux bien qu'on compare l'Allemagne et la France. D'abord, c'est pas le même système hospitalier, il faut le savoir. 70% de l'hôpital en Allemagne, c'est de l'hôpital privé, avec des gens qui n'ont pas les mêmes... qui travaillent minimum 39 heures par semaine, alors que nous, c'est 35. Et puis, en plus, toutes leurs industries, la désindustrialisation de l'Allemagne n'a pas été la même que la désindustrialisation de la France. Il leur reste des laboratoires, nous, on n'en avait plus. Il leur reste des gens qui produisaient des masques, nous, on n'en avait plus. Tout ça, c'était parti à l'étranger. Mais encore une fois, je critique pas ça. Je dis que c'était une doctrine gouvernementale qui avait été mise en place depuis 10 ans, qui satisfaisait tout le monde. Enfin, la droite l'a adopté, la gauche l'a poursuivi, et nous, en début de mandat, on l'a poursuivi. Entre guillemets, si on peut... nous, on l'a poursuivi parce que ce qui nous remontait, en tout cas, des établissements de santé, c'était pas forcément qu'il y avait une petite alerte, effectivement, sur le fait que le stock baissait, mais personne nous a dit, oulala, danger. Et de toute façon, même si on commençait à faire remonter le stock, il fallait, à minima, 4 milliards de masques par mois. Voilà, on ne serait pas arrivé à ce stade-là. Cette commission d'enquête, certains vont peut-être en faire un objet politique pour se défausser, justement. C'est pas l'objectif initial. Qu'est-ce qui devrait, selon vous, ressortir de cette commission, sans anticiper les débats, mais vous avez sûrement une idée en tant qu'acteur et élu local. Qu'est-ce qu'on doit changer éventuellement sur le fonctionnement des institutions pour gérer une telle crise, peut-être? Je parle des institutions, mais ça peut être autre chose. Quelle est la priorité, selon vous, pour se préparer à une crise du même type dans les années à venir? Moi, ce que j'attends de la commission d'enquête, aussi bien celle de l'Assemblée nationale que celle du Sénat, parce qu'il va y avoir les deux. Oui, qui va débuter fin juin, celle du Sénat. Ce que je veux surtout, c'est que ce ne soit pas un tribunal populaire. Enfin, voilà, qu'on n'instruise pas à charge. Il faut qu'on prenne les faits tels qu'ils sont, parce que les faits tels qu'ils sont vont nous permettre d'apporter les réponses qui vont nous prémunir demain contre une autre pandémie. Et des pandémies le but, c'est de faire avancer les sujets. Et des pandémies de ce type, on va en avoir d'autres. Donc ça, c'est sûr et certain, on en aura d'autres. Donc il faut impérativement faire ça avec calme et sérénité. C'est pour ça que je trouve que les commissions d'enquête, moi, arrivent un peu tôt par rapport à la situation. Elles auraient pu être en septembre, ça aurait été, à mon sens, mieux. Elles vont durer plusieurs mois, si je ne dis pas de bêtises. Mais je trouve que ça commence un peu tôt. Mais enfin, bref, en tout cas, que les parlementaires fassent leur travail, qu'ils le fassent le plus sereinement possible, et qu'on soit dans la construction de l'avenir, dans aussi les responsabilités qui n'ont pas été prises. S'il y a des fautes, il faudra les mettre, et puis on jugera. Et puis surtout, il y a un deuxième sujet qui vient derrière ça, indépendamment de tout l'aspect matériel ou de tout l'aspect institutionnel des administrations pour réagir face à une crise de ce type. Il y a aussi la question de la refonte de l'hôpital public, puisque ça aussi, ça part de la loi de 2010 votée par Xavier Bertrand, où on a voulu faire de l'hôpital public un hôpital rentable, donc un hôpital privé. Aujourd'hui, l'hôpital public, s'il est légitime de lui demander de ne pas perdre d'argent, parce que ça c'est légitime, on est comptable des deniers de l'État, on ne doit pas lui demander de faire du profit. Et on comprend à vous écouter que Xavier Bertrand sera peut-être interrogé, en tout cas vous le souhaitez, dans cette commission. Moi, ce que je souhaite... On n'est pas sur une affaire de non. Moi, ce que je souhaite, c'est que à tous les maillons de la chaîne,
tous les maillons de la chaîne, depuis l'origine du problème, soient interrogés. C'est pas pour mettre l'opprobre, c'est pour comprendre comment on est arrivé à cette situation-là. Comment, au fil des années, on est arrivé à cette situation-là. Le long déclin de l'hôpital français, il a commencé exactement en 2003. Il y a des chercheurs qui ont fait des études là-dessus. Ça a commencé en 2003. À partir de 2003, on a commencé à serrer les boulons. Ça s'est suivi en 2010 avec des demandes de profit de l'hôpital. Et ce qui est ressorti de cette crise, que j'ai vu moi, et que j'aimerais bien qu'il ressorte de la commission d'enquête aussi, c'est qu'on a laissé la main, pendant la crise du Covid, pendant la pandémie, on a laissé la main aux sachants, aux médecins, aux soignants dans les hôpitaux. Et ils ont fait preuve d'une créativité absolument extraordinaire. Et pas forcément aux technocrates et à ceux Exactement. qui regardent Moi, je les comprends budgets pas, ligne par ligne. honnêtement, je ne comprends pas que dans un hôpital public aujourd'hui, un tiers du personnel, ça soit des administratifs. Je suis désolé, je ne comprends pas. On va parler à présent de l'après, c'est le sujet aussi du moment. Le Premier ministre, le Président reçoivent en ce moment les partenaires sociaux, les présidents aussi des institutions. Vous êtes président, vous, de l'Agence régionale de la biodiversité en Île-de-France. Et un débat déjà s'installe sur l'après et sur l'éventuelle mise à l'écart de la contrainte, enfin en tout cas des problématiques environnementales et des engagements climatiques du Président de la République qui, pour peut-être sauver l'emploi, serait prêt à relancer la machine coûte que coûte en mettant de côté l'environnement. Est-ce que c'est possible d'après vous de faire les deux concrètement ? C'est ce que beaucoup craignent. On peut aussi avoir l'intention de faire les deux mais ne pas pouvoir le faire. Non, moi je pense que les gens se trompent. On est trop binaire en France. C'est soit noir, soit blanc. On peut faire les deux selon vous, relancer la machine économique bien sûr. Et protéger l'environnement. Mais bien sûr. Même à court terme. Même à court terme. Je vais vous prendre un exemple. Vous avez besoin de créer une zone d'activité industrielle. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement pas de contraintes environnementales. Vous mettez vos bâtiments. Ouais. Enfin, il y a des contraintes environnementales, mais on peut les pousser plus loin. Qu'est-ce qui empêche demain l'initiateur de cette zone industrielle de couvrir ses toits de panneaux photovoltaïques pour être autosuffisant en énergie électrique ? Rien. Qu'est-ce qui l'empêche de récupérer la chaleur des data centers qu'il va avoir en sous-sol pour chauffer ses bâtiments ? Rien. Qu'est-ce qui l'empêche d'utiliser tous les morceaux laissés libres par la nature, parce qu'il faut quand même un peu de verdure dans ces trucs-là, d'inverser ce qui se fait actuellement, c'est-à-dire aujourd'hui on met à peu près 80% de gravats, notamment du Grand Paris, et puis on met 20% de pleine terre, et puis on fait pousser du gazon, de faire l'inverse, de faire 20% de gravats, 80% de pleine terre, et de mettre de la biodiversité indigène ou native. Pour vous, rien. Pas d'opposition, il ne faut pas opposer relance économique et protection de l'environnement. Bien au contraire, la relance économique passera par la relance verte. Il y avait un mouvement social avant la crise du coronavirus, celui contre la réforme des retraites. Est-ce qu'il faut enterrer, selon vous, cette réforme qui a cristallisé les débats avant le coronavirus et parfois pas de façon très sereine ? On sait que le sujet n'est pas encore tranché. Est-ce que, selon vous, il faut mettre ça en pause, en tout cas pour... Je pense qu'aujourd'hui, il y a plusieurs sujets. C'est d'abord définir effectivement la relance économique, comment on la fait, en n'oubliant pas l'écologie et l'environnement, parce que ça, c'est obligatoire, et c'est fournisseur d'emplois pour demain, en plus. Ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, il faut qu'on travaille absolument, et on a fait des propositions au MoDem en ce sens, sur une meilleure répartition des richesses. Si on prend la question de la répartition des richesses, on a bien vu qu'il y a deux idées majoritaires, il y a deux idées qui sont toujours opposées. La gauche, qui veut qu'on travaille moins et qu'on taxe plus les hauts revenus, donc ça passe par l'impôt, et la droite qui veut qu'on travaille plus pour gagner plus, et qui... Voilà, c'est deux visions qui s'opposent. Nous, on est plutôt, au MoDem, on est plutôt sur une voie médiane, en se disant, quand on a voulu, par exemple, à chaque fois, mettre un coup de pouce au SMIC, donc augmenter le SMIC en se disant, on va avoir un ruissellement inverse. Si on augmente le SMIC, les salaires vont monter derrière. Ça n'a jamais été le cas. On reste bloqué sur une fourchette jusqu'à 2400-2500 euros bruts par mois, entre le SMIC et ça. Au-delà, c'est difficile de passer ce palier-là. Donc l'idée de redonner de la richesse aux Français, c'est peut-être effectivement de travailler sur l'intéressement et la participation. On a fait une loi en ce sens, malheureusement, toutes les entreprises ne redistribuent pas. Donc il faut qu'on axe plus là-dessus. C'est la proposition de François Bayrou formulée récemment. Oui, mais qui a été formulée par Patrick Mignola, notre président de groupe, qu'on porte depuis longtemps. Il faut que chaque bénéfice créé dans une entreprise puisse bénéficier aux salariés, parce que l'entreprise, c'est un tout, c'est un patron certes qui prend des risques, mais ce sont des salariés qui font que le patron gagne de l'argent.
Il nous reste 6 minutes seulement et 3 sujets très importants à aborder, les municipales, Renaud, et puis surtout l'actualité internationale et en France, les violences policières. On voit que le débat s'installe en France aussi avec la manifestation mardi. Quelle est votre position sur le sujet ? Est-ce qu'il y a un vrai problème aussi en France ? Est-ce qu'il est du même ordre que celui des États-Unis ? Ou alors circuler, rien à voir, en France tout se passe très bien ? Encore une fois, la vérité est un petit peu au milieu de tout ça. En France, il y a eu des problèmes. Moi, l'affaire Traoré, ça fait 4 ans. Il faudrait qu'elle soit jugée maintenant. Après, les parties civiles ont demandé des contre-expertises. Elles étaient d'accord avec les premières expertises. Elles ont demandé des contre-expertises. Et c'est pour ça que ça prend du temps. Mais vous n'allez pas me faire croire que sur les 20 000 manifestants, il y avait 20 000 potes de Traoré. C'est pas vrai. Il y en a là qui étaient là aussi. Et notamment... Qui portent peut-être un sentiment un ressenti de... Quand vous voyez certains députés, notamment de la France Insoumise, M. Coquerel, pour ne pas le citer, qui à l'Assemblée nationale crie au scandale sur le déconfinement, on n'est pas prêt, on va créer une pandémie incroyable, et qui manifeste avec 20 000 personnes, vous voyez bien où ça va. Bien sûr, il y a des problèmes. Il y a des problèmes des problèmes de violence policière, il faut qu'ils soient réglés. Il y a l'IGPN qui s'en charge, la police des polices. Je veux simplement vous signaler que ces cas de violence policière ou de racisme ne représentent que 0,05% de ce qui est reproché à nos forces de police. En résumé, vous dites c'est pas rien. Oui, il y a des problèmes, mais il ne faut pas non plus. C'est pas rien. En l'occurrence, là, épingle. C'est plus la gendarmerie qui est en cause pour Traoré que la police nationale. Oui. Mais moi, je voudrais qu'on soutienne nos forces de l'ordre et qu'effectivement, chaque cas particulier qui se révèle, d'abord, on n'en fasse pas un cas général. Tout le monde n'est pas comme ça, et qu'il soit jugé peut-être plus rapidement. Ne pas diviser, rassembler, voilà. en résumé. Sur Renaud, l'usine de Flins-sur-Seine est sur votre circonscription. Vous êtes directement concerné par le sujet. L'État a validé un prêt de 5 milliards d'euros pour le géant automobile cette semaine. Renaud, dans son plan d'économie présenté, lui, il y a une semaine dévoilé, s'engage à ne pas fermer l'usine de Flins, mais à la restructurer, notamment pour créer, je cite, je suis en train de citer le communiqué de presse de Renaud, un écosystème d'économie circulaire sur le site de Flins, du coup, qui récupérait l'activité de Choisy-le-Roi. Est-ce que vous êtes rassuré par ces annonces pour Flins-sur-Seine ? Vous vous étiez montré inquiet à l'Assemblée nationale, vous aviez posé une question au gouvernement à ce sujet ? Alors, je ne suis pas inquiet tant que les lignes de production sont là. Je demande à avoir des précisions sur le futur de Flins. On va se battre pour que Flins... C'est pour ça que j'ai cité la phrase précisément. Oui, parce qu'elle est pas... Alors, il y a énormément de choses... Un écosystème d'économie circulaire. Non, mais il y a énormément de choses à faire. L'idée est très intéressante. L'idée est très, très intéressante. Mais encore très vague. Surtout si on peut utiliser tout le foncier disponible sur le site de Flins, de Renault-Flins. Mais il faut que la direction précise exactement et qu'elle travaille là, pour le coup, avec les organisations syndicales et qu'on aboutisse à quelque chose. Il y a énormément de boulot à faire en termes de recyclage, à la fois des pièces automobiles, à la fois de la carrosserie automobile, à la fois du plastique dur des voitures. Il y a une vraie économie qui peut se créer à partir de là. Il va falloir former les gens et il va falloir les associer à la démarche. Donc on est d'accord là-dessus. Chiche, mais vous restez vigilant. Très vigilant, très vigilant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'était ça où Renault fermait. Donc on a évité le pire. Il nous reste 3 minutes. Les élections municipales, est-ce que c'est un moment à passer ? Clairement, il faut vite passer à autre chose pour la majorité à laquelle vous appartenez ? Alors, c'est pas une question de majorité. Je pense que les élections municipales, il faut finir l'exercice rapidement. Je parle surtout d'un point de vue politique. Non, mais il y a une fenêtre de tir qui est là au mois de juin. On a bien fait de prendre le mois de juin. Il y a une fenêtre de tir parce qu'on ne sait pas ce qui se passera à partir de septembre. Cette épidémie, elle est peut-être saisonnière. Elle reviendra peut-être cet hiver. Auquel cas, ce serait compliqué de penser à janvier ou à mars de l'année prochaine. Donc, mais passer à autre chose, c'était d'un point de vue surtout politique. On sait que ça va être dur pour... Mais c'est normal que ce soit dur, encore une fois, dur pour la République En Marche, mais c'est normal. Mais plus que ça ne pouvait l'être sûrement avant le 15 mars, il y avait plus d'espoir. Il n'y a pas beaucoup d'élus de la LREM qui ont des ancrages locaux. Regardez les résultats sur les Yvelines. Je suis assez fier des résultats du MoDem. J'allais vous poser la question localement sur le MoDem. Écoutez, je sais pas, le Chénéro-Cancourt, c'est une belle prise. Richard Delpierre, c'est une belle prise. Le Port-Marly élu au premier tour, Cédric Pimba-Marine. Villepreux, on est en tête. J'allais vous poser la question, parce que ville de Saint-Quentin en Yvelines, il y a 45 villes en tout qui vont voter dans le département des Yvelines le 28 juin prochain pour ce second tour.
Est-ce que vous allez soutenir Jean-Baptiste Amonique à Villepreux, la ville de Saint-Quentin en Yvelines? Il n'y a pas de réunion publique. Est-ce que vous allez peut-être vous manifester plus précisément s'il fait des réunions via Facebook, etc., bien sûr, je soutiendrai. De toute façon, c'est mon collaborateur, donc à l'Assemblée nationale, je le soutiens. Avec lui Moi, je le connais bien. C'est un garçon fantastique. Qui ferait un bon maire de Villepreux. Ah oui, parce qu'il a plein d'idées, il est assez consensuel, et il construit les choses avec les gens, et ça, j'apprécie. Est-ce que vous dites aux Yvelinois, là il nous reste 1 minute, qu'il faut qu'ils aillent voter le 28 juin, qu'ils aient confiance sur les règles sanitaires qui seront mises en place sans souci? Alors oui, allez voter, parce que les règles sanitaires qui seront mises en place, elles seront mises en place aussi bien que ce qui avait été fait au maximum au premier tour, première chose. Et deuxième chose, malgré tout, on sent que l'épidémie commence à décroître, et à décroître vraiment. Donc d'ici au 28 juin, les facteurs de contamination seront moins importants qu'aujourd'hui. Il faut garder les gestes barrières. Emmener le masque peut-être, son masque. Oui, emmener son masque. Il faut garder les gestes son stylo. Oui, son stylo, les gestes barrières, la distanciation physique. Si vous respectez ces deux choses-là, que vous avez votre masque et votre stylo, allez voter. C'est important que les communes établissent leur conseil municipal, parce que ça va établir aussi les conseils communautaires, et du coup ça va aider à la relance aussi de l'économie. Merci Bruno Millienne d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes député MoDem de la 9e circonscription des Yvelines. Merci beaucoup. L'hebdo politique, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site internet, applications et réseaux sociaux. À très vite sur Sensation. L'hebdo politique.